Professeur Didier Raoult, quel est l'état actuel de l'épidémie de coronavirus et est-ce que la vaccination joue un rôle dans les dernières évolutions? Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant, qui est un phénomène d'observation. Et c'est la courbe de l'année dernière. Ouais. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai dit que cette première épidémie allait se terminer en mai. Ouais. Et on a une courbe ici, il y a une autre épidémie qui a commencé en juillet avec des nouveaux variants, qui a continué ici. Et pareil, au milieu du printemps, on a l'impression, on verra bien, à l'avenir c'est imprévisible, il peut toujours y avoir des surprises, mais on a l'impression qu'à la fin du printemps, les choses sont en train de diminuer d'une manière très significative. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe actuellement. Bien entendu, tout le monde sait que les maladies infectieuses respiratoires ont des variations saisonnières qu'on comprend mal. Il y en a. Il y avait une infection saisonnière qu'on connaissait qui avait deux pics dans l'année, c'est par influenza 3, qui avait un pic au printemps, un pic en automne, sans qu'on sache pourquoi c'est différent de influenza et par influenza 1, 2 et 4. On sait pas. Il y a des variations saisonnières chez les infections, alors donc il y a, ça donne ça. Ce qui est très intéressant, ça c'est le nombre de gens qui sont prélevés, ça c'est le nombre de gens qui sont positifs, et ça diminue. Ce qui a augmenté ces derniers temps, c'est la proportion des gens vaccinés qui sont venus se faire tester. Hein. Et maintenant, on a près de 400 personnes vaccinées qui sont positives. Alors ça aussi, ça descend parce que les vaccinés n'ont pas plus d'infections quand même que la population dans laquelle ça circule. Mais c'est pas une efficacité radicale, quelle que soit la condition. Alors incontestablement, il y a, on le verra, une protection vaccinale, mais la courbe des anciens vaccinés des vaccinés qui est positive n'est pas négligeable. Donc ça ne correspond pas au taux de protection qu'il y avait dans la littérature ou qui était promis par l'industrie ou par une lecture simplifiée des résultats en disant qu'il y avait 99 ou 95% de couverture. Ça ressemble plus à la vaccination contre la lèpre. Que pensez-vous du pass sanitaire dans ce contexte ? Je pense que c'est une décision politique complexe, donc qui ne m'appartient pas. Donc moi, je suis plus intéressé sur la signification scientifique de ça. Nous, on a étudié sur... Quand même, je rappelle qu'on a une masse de données de gens qui sont venus ici, on a observé. C'est pas de la manipulation de données plus ou moins bien saisies dans 36 hôpitaux où on ne sait pas qui c'est qui avait le malade. Il y a encore une énorme étude qui est sortie où les gens n'ont même pas eu de test PCR pour savoir si c'était ça ou pas ça. Donc, c'est pas quelque chose que je comprends scientifiquement. Donc je ne discute pas de ça. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais nous, on a regardé là chez les gens qui se présentent pour être testés. Et donc je vous rappelle qu'on a fait 600 000 tests PCR ici. Donc on a des données massives quand même. Les gens qui ont été infectés une première fois et qui ont été infectés une deuxième fois. Et puis on regarde chez les gens qui ont été vaccinés, ceux qui font une infection après avoir été vaccinés. Bien, les infections naturelles sont sur les éléments que nous avons au moins 10 fois plus protectrices que les infections par vaccin. C'est-à-dire que les rechutes sont très rares par rapport aux infections chez les vaccinés. C'est-à-dire qu'en tout, des rechutes depuis le début de ce que nous faisons, c'est-à-dire sur 40 000 personnes, on a une centaine de rechutes. Sur les vaccins, on a beaucoup plus de rechutes parmi les gens qui viennent se présenter pour être testés, on a beaucoup plus de rechutes que l'infection naturelle. Ce qui n'est pas non plus une surprise. La maladie infectieuse, c'est toujours comme ça aussi. Hein. Donc on peut toujours... encore une fois, la vie n'est pas un roman, c'est juste la vie. Donc moi, j'insiste beaucoup sur cette
cet aspect de la médecine, je ne sais pas comment elle évoluera, mais je trouve qu'il y a une tendance de plus en plus à avoir une médecine digitale et virtuelle, analysée par des modèles sans que les données soient fiables, c'est-à-dire sans que les gens aient été observés, qu'il y ait eu des tests diagnostiques, et on rentre dans un monde qui est un monde digital qui a une distance parfois incroyable avec la réalité. Alors ça avait été prédit par un philosophe français qui s'appelle Baudrillard, qui avait écrit un livre qui s'appelle Simulacre et simulation, dans lequel il décrivait l'évolution, en 78, il décrivait qu'on évoluerait vers un monde d'hyper-réalité dans lequel la réalité digitale aurait plus que des contacts extrêmement ténus, extrêmement petits avec la réalité. Et un des exemples de ça, qui est devenu l'exemple le plus célèbre de tout, c'est l'exemple d'un restaurant à Londres qui n'existait pas, et 4 farceurs ont commencé à mettre des notes sur TripAdvisor et payer des gens sur TripAdvisor. Et en l'espace de 6 mois, ce restaurant était le numéro 1 de Londres, de tous les restaurants londoniens. Et pour mettre fin à la farce, ils se sont filmés dans leur jardin en train d'ouvrir leur restaurant. Alors c'est un restaurant où on pouvait avoir des places que sur réservation. Ils disaient toujours qu'ils étaient pleins et ils mettaient des commentaires élogieux. Et c'était devenu le restaurant à la mode, le restaurant. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier entre la réalité virtuelle et la réalité tangible. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je crois beaucoup que l'observation, la saisie des données directes, et non pas médiées par des gens qui n'ont pas vu ce qui se passait et qui prennent des décisions après avec des analyses et des modèles mathématiques dont on arrive assez souvent à leur faire dire ce qu'on pensait à l'avance, représente une évolution de la médecine qui est très dangereuse, qui me paraît extrêmement loin. La médecine, c'est compliqué, ça me fait penser, je pensais à ça, c'est une phrase très célèbre de De Gaulle qui disait je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Vous voyez, on ne peut pas aller vers la médecine avec des idées simples. C'est pas simple, c'est compliqué. Chaque humain est différent, on vit dans un écosystème. Les maladies infectieuses, c'est très complexe. On ne peut pas deviner comment ça va se passer. Il faut observer. Une fois qu'on a observé, on peut dire voilà les éléments qu'on a observés, voilà comment on peut faire les choses. Et revenir à de la réalité observée antérieure. Moi, je vois ça pour l'hydroxychloroquine, on voit qu'il y a eu une scission entre les gens qui avaient l'usage de ce médicament et les gens qui n'en avaient pas l'usage, dont on avait l'impression qu'ils n'étaient pas sur la même planète. Nous, quand on commençait ça, il y a des gens, y compris moi, dans mon entourage proche, qui disaient ils vont déclencher un génocide à l'hydroxychloroquine. Je promets que c'est vrai, il y a des gens qui disaient ça. Et de l'autre côté, il y avait tous les gens qui ont utilisé dans le monde, l'année où ça a été le plus prescrit, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, il y a eu 1 milliard de prescriptions dans l'année. C'était avant qu'on cesse de l'utiliser pour le paludisme de mastition sématique. Donc comment un truc avait pu être prescrit à 1 milliard de personnes dans l'année pouvait devenir quelqu'un qui en tuait 10%, et que les gens aient véhiculé cette idée, c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire et qui montre cette distinction entre la médecine d'ordinateur et la médecine réelle, si vous voulez. Et qui est de plus en plus difficile à voir parce que, y compris les gens qui essayaient de rectifier ça en analysant vraiment les choses sur les évidences, dont un des créateurs de cette association, qui était la Cochrane Library, qui s'appelle Peter Gotch, qui est un Danois, a fini par se faire renvoyer sous la pression de l'industrie pharmaceutique parce que ça ne satisfaisait pas qu'on puisse avoir des analyses qui soient totalement autonomes. Donc, un des créateurs de ça, quand même, s'est fait virer. Parce qu'il avait une attitude qui était beaucoup trop libre vis-à-vis de ce type d'analyse. C'est lui qui a obligé l'Europe à communiquer les données des travaux scientifiques qui avaient été faits, qui avaient permis l'autorisation de la vente des médicaments, alors que jusqu'à son intervention, tout ça était considéré comme du secret commercial. On parle de médecine. Donc le secret commercial qui avait permis aux administrations de valider un médicament pour une situation donnée, c'est quelque chose qui est inimaginable. J'espère bien que quelqu'un fera la même chose pour la décision de l'Europe d'acheter du remdesivir pour le Covid-19. Parce que c'est incompréhensible que l'OMS dise que ça ne sert à rien et que l'Europe en achète pour 1 milliard.
Alors, je ne sais pas, maintenant, il est envoyé en Inde, je ne sais pas qui le prend en Inde, mais c'est impossible. Donc il y a vraiment quelque chose, il faut avoir les documents pour les lire. Et donc je pense que c'est important. Concernant le pass sanitaire, et donc ce que l'on voit, c'est que si pass sanitaire il doit y avoir, il faut tenir compte des antécédents. Est-ce que les gens ont fait une maladie naturelle? Je sais que le président de la République a fait une intervention dans ce sens en disant j'ai eu le Covid, je n'ai pas besoin d'avoir un certificat de vaccination parce que j'ai eu la maladie. D'accord? Et que donc, nous, par observation, on voit bien que les gens qui ont une maladie sont beaucoup mieux protégés. L'infection naturelle est bien supérieure à la protection vaccinale. Donc, s'il passe, il doit y avoir. Si ça évite de faire un PCR, de faire des sérologies. Mais malheureusement, la sérologie, nous, on l'a beaucoup testé, on avait beaucoup d'espoir. Maintenant, on a testé un millier de personnes. La sérologie, d'abord, il y a au moins 20% des gens qui ont une vaccination et qui n'ont pas d'anticorps. C'est une vraie question. Donc, il faudrait vraiment réaliser des sérologies a posteriori systématiques. C'est une chose, et dans la population générale, la couverture actuellement de la vaccination dans la population générale est assez faible dans ce que nous avons testé avec les outils que nous avons utilisés pour l'instant. C'est très compliqué la sérologie. Les différentes techniques donnent des résultats très différents. Donc, en tout cas, d'intégrer la donnée d'antécédents, d'histoire de la maladie réelle, prouvée, devrait dispenser, au moins dans l'année qui suit, d'avoir besoin d'autre chose que ça. C'est la meilleure vaccination du monde, c'est la maladie naturelle. Donc, je pense qu'il faut intégrer ça. S'il doit y avoir un pass, qui est encore une fois une décision politique, là, je ne veux pas me mêler, en tout cas scientifiquement, ça n'est pas raisonnable de ne pas intégrer les antécédents de maladies naturelles pour savoir si on est protégé ou si on peut être transmetteur, d'autant qu'il n'y a pas du tout d'évidence que la vaccination diminue le portage du virus. Ça n'a pas été étudié, il n'y a pas d'évidence de ça. Concernant la connaissance du Covid-19, est-ce qu'on a de nouveaux éléments qui permettent de mieux établir son fonctionnement? Bien, il y a un papier dont j'avais parlé qui était en préprint. Et donc, les préprints, c'est intéressant parce qu'il y a encore plus d'usage subjectif des préprints. C'est-à-dire que quand ça plaît aux uns et aux autres, ils les citent, et quand ça ne leur plaît pas, ils disent c'est que des préprints. Enfin, là, il y avait un préprint qui est fait par une vraie star aux États-Unis, qui est un type très sérieux, qui a analysé la fréquence d'intégration du virus SARS-CoV-2 dans le génome humain. Alors, il faut savoir, je suis d'ailleurs très frappé par l'absence de connaissances scientifiques et l'absence de modestie de la connaissance scientifique d'un certain nombre de collègues, puisque sur le site de la SPILF, il y a un collègue qui a répondu qu'il n'y avait pas de transcriptase reverse, c'est-à-dire d'enzymes qui permettent d'intégrer de l'ARN dans le noyau humain, ce qui est une bêtise. C'est vraiment de l'ignorance. Il suffisait de regarder Wikipédia pour le savoir. Tout le monde sait ça, ça fait 30 ans qu'on sait ça. On connaît très bien même la manière dont ça rentre, on sait par où ça passe, on connaît les bases par où ça rentre. Donc on ne peut pas dire une chose comme ça. C'est ce que disait Jacques Monod. Enfin, Jacques Monod, il disait ça dans les années 50. Donc plus le temps a passé. Donc le dogme c'est l'ADN qui passe par l'ARN, qui va donner les protéines, c'est intéressant, mais enfin, c'est complètement dépassé depuis longtemps. Et pas que pour les rétrovirus, pour tout, l'homme en particulier. Donc pour ceux qui ne savent pas, et que parmi mes collègues qui voudraient apprendre, ça s'appelle l'endonucléase Line 1, et en particulier, elle est particulièrement active dans le cerveau. Ce qui peut amener à avoir des réflexions sur ce qui se passe. Enfin, toujours est-il que ces gens qui sont très bons ont fait des PCR, chercher de l'ARN chez des gens, ils ont trouvé de l'ARN chez les gens, ils ont essayé de cultiver le virus de manière persistante, ils ont essayé de cultiver le virus, il n'y avait pas de virus qui est cultivé, donc ils se sont posé la question, mais attendez, est-ce que c'est vraiment le virus ou est-ce que c'est juste des morceaux d'ARN qui sont transcrits d'un l'ADN qui serait rentré dans le noyau? Et ils ont regardé, effectivement, ils ont trouvé d'une part ça dans des
culture cellulaire, d'autre part, chez ces humains qui étaient PCR positifs. Et donc, celle-là, on ne pourra plus dire que c'est un préprint, c'est sorti dans le PNAS. Et si vous regardez bien, c'est sorti dans le PNAS, et celui qui l'a communiqué, c'est un des académies. Le PNAS, c'est le journal de l'Académie des sciences américaine, et c'est un académicien de l'Académie des sciences qui l'a communiqué dans ce journal. C'est des gens raisonnables, c'est des gens sérieux. Et donc, ça pose une question, ça soulève une question fondamentale qui est très intéressante. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur cette histoire. Mais c'est très compliqué, ça peut peut-être se simplifier, c'est de savoir quelle est la proportion des virus qui s'intègrent maintenant dans le génome humain. Alors c'est assez... On savait bien que les virus à ADN, comme il y a un herpès virus qui s'est intégré dans peut-être 5 à 10% du génome des humains dans le dernier siècle. Donc c'est assez banal. Et qui est transmis de parents à enfants. C'est intégré dans le génome. Il y a un bout de parasite aussi qui fait ça, un parasite brésilien qui s'intègre dans les chromosomes humains et qui se transmet de parents à enfants. Et il faut lire la littérature, on ne peut pas raconter les histoires qu'on vous a racontées à l'école. Ça continue, la science, ça change beaucoup. Hein. Et les dogmes meurent, y compris ces dogmes-là. Et donc, mais pour les virus ARN, ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a des virus ARN qui s'intègrent dans le génome humain en passant par l'activité transcriptase inverse des humains eux-mêmes. Mais pour ce virus-là, on ne le savait pas, même si on se doutait que c'était possible, en particulier chez les gens qui gardent ce virus pendant longtemps. Plus ils gardent ce virus pendant longtemps, plus il y a de chance, plus chez les gens chez qui ce virus circule dans le sang, ce qui est assez rare, mais qui arrive, il y a probablement plus de chances qu'il s'intègre. Mais on savait, encore une fois, dans les virus ADN, ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils peuvent s'intégrer. Ce qui avait de particulier l'herpès 6, c'est qu'ils se transmettaient aussi dans les cellules germinales, donc ils se transmettaient de mère à enfant. Mais sinon, des virus comme le virus de la mononucléose infectieuse, c'est un virus qui est un virus ADN qui s'intègre assez facilement dans le génome des cellules qui l'infectent. Voilà, donc scientifiquement, c'est très intéressant. Bien sûr, cette crise a développé des moyens scientifiques extrêmement importants, qui nous apprend beaucoup sur l'évolution des humains et des êtres vivants, et qui nous apprend que ça a beaucoup plus de malléabilité que ce que l'on imaginait, c'est-à-dire il y a des virus qui rentrent, on savait qu'il y avait plus de 10 000 rétrovirus intégrés dans le génome des humains, avec quelques-uns qui nous séparent des gorilles. Le placenta des animaux qui ont un placenta, ça vient d'un rétrovirus, qui a été intégré chez les mammifères placentaires. Donc, les mammifères placentaires, par rapport aux mammifères qui n'ont pas de placenta, ont un rétrovirus en plus qui permet la sécrétion de protéines, qui fait fusionner les cellules, qui permet de faire un placenta. Mais ça, les gens qui font de la science doivent le savoir. Donc il ne faut pas raconter des bêtises. Donc il ne faut pas raconter des choses très simples. Il n'y a pas de réponse simple à une question même simple. Il faut aller regarder et se mettre à jour plutôt que d'avoir l'air docte en racontant ce qu'on a appris 20 ans plus tôt dans les facultés de médecine, qui était la connaissance de l'époque. Hein. Comme dit Brecht, je le répète souvent, la science est fille du temps. Ce qu'on pensait à un moment n'est plus vrai 20 ans après, parce que les outils ont changé, les connaissances ont changé, les concepts ont changé. Voilà. Mais en tout cas, ça, en termes de concept, c'est un concept très intéressant qu'on trouve dans cette situation-là, et bien entendu, il va falloir voir quand ça s'intègre dans le génome, où est-ce que ça s'intègre. Parce qu'en fonction de l'endroit dans lequel ça s'intègre, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences qui seront d'éteindre des cellules ou bien alors de les transformer en cellules cancéreuses. Donc il y a une question qui se pose, qui est peut-être pas que pour celui-là, mais qui se pose dans cette infection, qui est une véritable question, qui est une question intéressante. Merci beaucoup.